Donc je vous présente Madame Maude Chiriot. Elle est là. On peut l'applaudir. Elle est professeure à l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée, ce qui veut dire qu'elle voit les choses de haut, mais elle les a vues de près, et c'est pour ça qu'elle va vous en parler, puisqu'elle arrive du Brésil. Alors sa conférence va se partager en 3 morceaux. D'abord, ça résonne un peu, hein. Peut-être que la voix, faudra que vous la moduliez en fonction de ce bruit de fond. Donc sa conférence va se faire en 3 parties. Une première partie, elle va vous montrer ce qui se passe au Brésil, la situation dans cet immense pays d'Amérique latine. La deuxième partie, elle va solliciter vos questions. Et la troisième partie, elle va essayer d'attraper son train après la conférence. Une petite information avant de commencer. Le 15 novembre prochain, nous invitons Jean-Philippe Milesi, qui est un écrivain, journaliste, spécialiste de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est cette économie qui essaie très timidement de remplacer le système capitaliste, avec difficulté. Et ce conférencier, excusez-moi, cette conférence sera sous l'égide d'Aubéane Mutuelle de France, qui est une mutuelle locale de proximité. Voilà, je vous remercie. Nous écoutons Maude Chiriot. Merci beaucoup. Est-ce que ça résonne moins avec ma voix? Non, ça résonne tout autant. Donc, je vais essayer de ne pas vous crier dans les oreilles. Bon, merci beaucoup d'être présent. Merci à Jean Lefebvre de cette invitation et à l'UPOP de m'avoir convié à vous parler du Brésil dans une situation que vous savez être extrêmement compliquée, puisqu'on est actuellement dans l'entre-deux tours des élections présidentielles. Le premier tour a eu lieu il y a 10 jours et à la fin du mois aura lieu le second tour entre le président actuel Jair Bolsonaro et l'ancien président du Brésil Luiz Inácio Lula da Silva, vous le savez. Vous savez probablement aussi que le premier tour a été une douche froide pour les progressistes brésiliens qui se posaient comme principale question, est-ce que Lula allait gagner les élections au premier tour? Et finalement, les leçons du premier tour, c'est que cette élection a été vue comme la possibilité d'une alternance simple, a été lue avec un regard formé à la démocratie, où lorsque un gouvernement est extrêmement défavorable à un camp, on attend l'alternance. Et ce que ces élections indiquent, c'est que quand ce gouvernement est néo-fasciste, il y a autre chose à attendre d'une élection. Et une simple alternance n'est pas véritablement possible, parce que le néo-fascisme au pouvoir ancre des imaginaires de brutalité et de violence dans la population. Et alors qu'on s'imagine qu'en ayant vu ce que c'est que le bolsonarisme au pouvoir, évidemment l'électorat allait le rejeter. C'est pas le cas. 44% des Brésiliens ont voté de nouveau pour Bolsonaro à cette élection-là. Il apparaît également que ce vote pour un pouvoir d'extrême droite extrêmement radical échappe au sondage, échappe à la compréhension, échappe à la prévision, est mu par des dynamiques qui sont des dynamiques très différentes du vote habituel dans des démocraties qui fonctionnent, avec des logiques de coercition, de vote contrôlé par les milices, de vote contrôlé par les églises évangéliques, j'en reparlerai. Et par ailleurs, le regard qu'on doit porter sur ce second tour, c'est que, quel que soit le résultat, il existe un risque de violence, il existe un risque
résistance de Bolsonaro s'il est défait, à accepter sa défaite et à laisser Lula être investi, être élu en octobre et investi en janvier, si vous pouvez passer. Par ailleurs, la leçon de cette élection, c'est que le pays est extrêmement fragmenté désormais. C'était d'ailleurs le titre de cette conférence en partie. Vous voyez à l'écran classiquement le rouge correspondant au vote Lula majoritaire et le bleu au vote Bolsonaro majoritaire. Alors une partie de la gauche brésilienne a dit qu'il fallait rétablir le traité de Tordesillas. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est-à-dire la bipartition de l'Amérique latine entre les Espagnols et les Portugais à la fin du XVe siècle. Parce que le sud-ouest a voté plus Bolsonaro, alors que le nord-est a voté plus Lula. Mais en fait, il y a vraiment des zones géographiques avec des pays qui ne se parlent plus, des pays qui ne se comprennent plus, qui se considèrent comme l'ennemi de l'autre et qui vivent dans des bulles d'information et dans des mondes qui sont extrêmement différents. Donc voilà, des images simplement. Évidemment, je pense que c'est sur ça qu'on reviendra dans la discussion. C'est pas essentiellement de ça que je vous parlais. Je vais pas vous faire 1 heure de commentaires électoral, c'est pas mon métier, moi je suis historienne, donc je vais vous parler, je suis historienne de l'extrême droite brésilienne, donc je suis exactement historienne de Bolsonaro et de son histoire depuis un demi-siècle, de l'histoire de sa tradition politique depuis un demi-siècle au Brésil. Donc je vais essayer de vous parler de ce que c'est que le phénomène bolsonariste, de comment l'histoire du Brésil permet de le comprendre et de comment la compréhension de la société brésilienne actuelle permet de le comprendre, pour essayer de saisir mieux ce qui se passe au Brésil depuis 4 ans et également quel est le risque de la répétition de cette expérience si Bolsonaro devait être réélu. Donc d'abord, je vais vous parler d'un élément qui me semble très important, c'est de comprendre le bolsonarisme dans son historicité récente, c'est-à-dire dans le fait que avant Bolsonaro, le Brésil a connu depuis 2013 ce qu'on peut appeler une crise démocratique et une crise de la représentation politique. Qu'est-ce que ça veut dire une crise de la représentation politique? Ça veut dire que à partir de 2013 et à partir de grandes manifestations qui ont lieu en 2013, on commençait à se développer dans l'opinion des discours qu'il était assez difficile de situer à droite ou à gauche au début, qui discréditaient l'ensemble du système politique. La classe politique, les partis, les syndicats. À partir d'un mouvement social qui s'est déclenché en juin 2013, qui était au début un mouvement social qui semblait relativement progressiste, puisque ses revendications étaient des meilleurs services publics, le déclencheur c'était le prix du billet de bus, des meilleurs services publics, des meilleures infrastructures de santé et d'éducation, et la dénonciation du mésusage de l'argent public, en particulier à l'occasion des méga événements qui étaient prévus à l'époque, la Coupe du Monde de foot de 2014 et les Jeux Olympiques de Rio de 2016. Et se mélangeaient dans ces manifestations des revendications qui étaient des revendications progressistes, de revendications d'un État social plus ambitieux, et des revendications qui étaient des dénonciations de l'ensemble du système politique et de discrédit de la classe politique. Et ce qui s'est passé, en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que dans le contexte d'une crise démocratique générale, la droite a réussi à investir cette crise démocratique pour que la colère d'une partie de la population se dirige non pas contre la classe politique en général, mais contre la gauche, et la gauche qui était au pouvoir à ce moment-là. Alors pour passer un petit peu, pour vous donner une idée de ce que c'est et pourquoi c'est compliqué à saisir aussi avec un regard français, un regard formé au mouvement social français, beaucoup de manifestations en juin 2013 ressemblaient à ça, c'est-à-dire pas de syndicats, pas de revendications communes, ou alors des revendications qui étaient autour de la question de la lutte contre la corruption et de rendre le pouvoir à un peuple qui serait lésé par ses représentants, mais beaucoup de manifestations ressemblait à ça, c'est-à-dire chacun arrive avec sa petite pancarte qui raconte toute autre chose que la pancarte du voisin. Donc un mouvement atomisé et qui dit en fait ici à la fois intervention des forces armées et de l'argent pour l'hôpital public. Donc des gens qui sont finalement issus de revendications très différentes et qui cohabitent dans ces manifestations qui contestent la classe politique en général. Alors
La crise de la représentation politique, vous l'avez saisi, hein, c'est un phénomène occidental depuis la fin des années 2000. Hein, l'idée que les syndicats, ça ne sert plus à rien, les partis, ça ne sert plus à rien, les politiques sont tous des corrompus, on vote pour un camp, on vote pour un autre, c'est la même chose, c'est quelque chose qui traverse puissamment hein, les démocraties occidentales et qui ont donné des mouvements sociaux extrêmement différents, hein, depuis les Anonymous, depuis Occupy Wall Street, l'occupation des places, en partie, hein, tous les mouvements du début des années 2010, qu'ont donné aussi les Gilets jaunes en France. Hein. Donc des mouvements extrêmement variés qui ont pour point commun de vouloir rompre avec le système de la représentation tel qu'il existe et qui souvent se définissent plutôt à droite ou plutôt à gauche en fonction du pouvoir qu'ils ont à affronter. Hein. Et quand on affronte un pouvoir néolibéral de droite, ça positionne plus à gauche, même si ce n'est pas une règle qui fonctionne systématiquement. Alors la particularité de cette crise de représentation politique au Brésil, c'est que le Brésil est un pays marqué par, c'est pas ça une spécificité, c'est pas une unicité, hein, mais c'est une réalité, marqué par un système de corruption endémique, hein, systémique. La politique marche avec l'argent, pour plein de raisons qui ont à voir avec le système électoral et qui ont à voir avec les modes de financement de la vie politique. La vie politique au Brésil n'est pas organisée pour être financée. Il n'y a pas de vrai financement public, mais le financement privé est interdit. Donc il n'y a pas d'argent pour financer la vie politique, qui est donc évidemment systématiquement financée illégalement. Donc il y a une réalité de la corruption, qui est une réalité historique, et il y a une réalité également d'un imaginaire anticorruption et anti-parlementaire extrêmement puissant, et depuis que la République, hein, à la fin du 19e siècle, a été proclamée, quasiment toutes les révolutions de palais, coups d'État, mouvements contestataires ont eu pour cœur la dénonciation de la corruption des représentants. Donc il y a une vraie histoire longue de la dénonciation de la corruption dans ce pays. Et qui va marquer ce mouvement-là. Alors je vous mets quelques images, hein, je ne peux pas toutes les commenter parce que je n'ai pas énormément de temps, mais pour vous donner un petit peu le sentiment hein, de ce que c'était là, encore les manifestations de 2013, qui a marqué à l'écran dans cette banderole, c'est « Le peuple uni n'a pas besoin de parti ». C'est la déformation d'un grand slogan latino-américain des années 70, hein, qui est « Le peuple uni ne sera jamais vaincu ». Et donc il y a une version portugaise, « O povo unido jamais será vencido ». Mais là, c'est pas qu'il sera jamais vaincu, c'est qu'il n'a pas besoin de parti. Donc c'est un détournement de la grammaire contestataire progressiste, hein, de gauche, pour se retourner contre le système politique tel qu'il existe à cette époque-là. Alors, cette situation hein, d'une crise de la représentation politique, elle va être traversée à partir de 2014 par l'éclosion de grands scandales de corruption. Par le fait que la justice, le système judiciaire, auquel le centre-gauche au pouvoir, puisque c'est le centre-gauche au pouvoir depuis 2003, d'abord sous la présidence de Lula entre 2003 et 2010, puis sous la présidence de Dilma Rousseff depuis 2010, qui a été élu en 2010. Ces gouvernements de centre-gauche vont avoir augmenté énormément les pouvoirs du parquet, l'indépendance et les pouvoirs du parquet et de la police fédérale. Et en 2014, une partie de ce système judiciaire se saisit de ces récents pouvoirs pour aller enquêter sur la structure hein, du financement de la scène politique, c'est-à-dire le fait que les grandes entreprises, en particulier les grandes entreprises de BTP, les entreprises pétrolières, financent grassement l'intégralité de la classe politique. Hein. Tout le monde hein, est financé hein, et en fait les grandes entreprises donnent à tout le monde en ayant l'espoir que le gagnant, dont on ne sait pas exactement qui il sera, rétribue ensuite en attribuant des marchés publics à l'entreprise qui a le plus donné au parti gagnant. Bon. Et donc cette entreprise judiciaire hein, va au début être accueillie par le pouvoir en place de Dilma Rousseff, qui est une grande figure anticorruption. Vous verrez que Dilma Rousseff est une grande figure anticorruption. Je ne sais pas si vous en avez cette image-là, hein, mais c'est elle qui a été particulièrement à l'avant-garde de ça. Cette offensive judiciaire va de plus en plus se concentrer exclusivement sur le pouvoir en place et sur ses alliés.
alors que la réalité de la corruption, elle est systémique, ce qui va avoir pour effet que une partie de ce mouvement social qui a éclos en 2013 va de plus en plus se centrer, sur le thème de la corruption, et sur le thème de la dénonciation de la corruption du pouvoir, du parti au pouvoir, qui est également corrompu comme les autres partis. Il se trouve que la présidente ne l'est pas, et qu'elle-même est une figure de lutte contre la corruption dans son propre parti, ce qui lui crée des inimitiés dans son propre parti d'ailleurs, et ce qui va faire qu'elle ne va pas avoir été soutenue au moment où elle sera menacée de destitution. Donc on a un climat particulier en 2014 avec une offensive judiciaire, d'une justice qui est une justice historiquement extrêmement conservatrice. Le personnage que vous voyez à gauche de l'écran, qui s'appelle le juge Sergio Moro, c'est quelqu'un qui est un membre du grand parti de droite de l'époque. Sa femme est l'avocate de ce même parti de droite. Il va être ensuite ministre de la Justice de Bolsonaro. C'est un personnage très conservateur, comme tous les gens qui mènent l'enquête, mais la justice au Brésil est une justice de classe, si on peut utiliser cette expression. Mais il mène des opérations judiciaires qui sont à charge, qui vont avoir une répercussion médiatique extrêmement négative pour le pouvoir en place, et qui ne vont pas empêcher la réélection de Dilma Rousseff en 2014, mais vont dégrader énormément l'image du pouvoir de centre-gauche, qui jusqu'à présent était une image extrêmement favorable. Autre élément qui percute cette crise démocratique, donc il y a la réalité de la corruption, y compris la réalité de la corruption du pouvoir de centre-gauche, son utilisation médiatique, son instrumentalisation judiciaire d'une justice très conservatrice qui est de plus en plus engagée dans une action politique qui vise à faire tomber la gauche par la justice et non pas par le vote populaire. Et par ailleurs, autre phénomène qui se passe à cette époque-là, à partir de 2013-2014, c'est une crise économique et sociale, qui est l'arrivée retardée de la crise des subprimes au Brésil de 2008, qui arrive en retard parce qu'en fait, le Brésil dépend tellement de la Chine économiquement, d'un point de vue commercial, qu'il a fallu que la crise des subprimes touche la Chine pour que, en fait, 5 ans après, 6 ans après, ça touche le Brésil. Donc, en 2014, la crise arrive vraiment au Brésil. Les exportations de matières premières qui fait la richesse du trésor public sont de moins en moins favorables. Et le système social fondé par ce centre-gauche, qui est un système social relativement ambitieux pour le pays, avec des allocations familiales, avec des systèmes de logements sociaux à l'échelle d'un pays-continent, dépendent des rentrées d'argent pour le trésor public. Et voilà, le chômage augmente et ce qui donnait la popularité à ce pouvoir est de moins en moins possible parce qu'il n'y a plus d'argent pour payer les allocs. Et quand il n'y a plus d'allocs, les gens, ils ont faim au Brésil. C'est d'ailleurs ce qui se passe depuis qu'elles ont été coupées après la destitution de Dilma Rousseff. S'il vous plaît, ce qui va se passer, en fait, c'est que alors ça, c'est la popularité de Dilma Rousseff entre 2012 et 2016. Et donc, le rouge, c'est mauvais ou très mauvais, le jaune, c'est moyen, et le bleu, c'est bien ou excellent. Donc, vous voyez que là, c'est l'élection. Elle est réélue à la fin 2014. Là, vous avez les mouvements de juin 2013 qui vont déjà faire augmenter beaucoup l'impopularité de Dilma Rousseff. Et ensuite, elle va quand même être réélue. Et finalement, juste après sa réélection, son impopularité explose dans le contexte de ces grands scandales de corruption. Et donc, on se retrouve avec une présidente récemment réélue, mais immédiatement extrêmement impopulaire, parce que c'est la crise économique et sociale, parce que les aides sociales sont, le volume de l'État social est réduit, et parce que il y a à la fois des scandales de corruption, une instrumentalisation par la droite judiciaire, la droite médiatique, la droite politique de ces scandales de corruption. S'ensuit une guérilla à la fois parlementaire et des manifestations de rue pour demander la destitution de Dilma Rousseff et l'emprisonnement de Lula.
Alors, pourquoi la destitution de Dilma Rousseff et l'emprisonnement de Lula ? Parce que Lula demeure le socle politique de la gauche, ce qui en assure la popularité, la pénétration dans les catégories populaires, et parce que Dilma Rousseff est au pouvoir et que la droite qui a perdu les élections de 2014 n'a jamais accepté sa défaite, n'a jamais reconnu sa défaite. Pour la première fois depuis la dictature militaire, le candidat qui perd les élections ne reconnaît pas le fait de les avoir perdus, ce qui normalement est un peu la règle de l'alternance politique et de la démocratie. Et donc des manifestations éclosent très rapidement en fait, ainsi que des demandes de destitution. Sans véritable motif, il y a eu 35 demandes de destitution qui ont été déposées avec tous les motifs que vous pouvez imaginer. Ce qui est assez particulier, c'est que Dilma Rousseff n'est impliquée dans absolument aucun scandale de corruption. Au contraire, elle a démis à chaque fois qu'un ministre était l'objet d'une enquête, elle l'a démis, elle s'est isolée dans son propre parti à cause de ça. Et de la même manière, pour Lula, il n'y a rien de tangible. Et d'ailleurs, il va finir par être accusé de plein de choses, puisqu'il faudra vraiment le mettre en prison pour pas qu'il gagne les élections de 2018. Mais ensuite, tous les procès, comme vous savez, ont été ensuite abandonnés. Alors, pourquoi je vous mets des images comme ça pour vous montrer ce que c'est que la mobilisation autour de l'impeachment de Dilma Rousseff. C'est dans ces manifestations que va naître ce qui va devenir le bolsonarisme de classe moyenne et de classe moyenne supérieure, y compris dans l'utilisation des couleurs du Brésil, du t-shirt de la sélection de football, mais avec aussi tout un imaginaire d'invention de pratiques manifestantes de droite. Avec le fait le fait de taper sur la casserole, c'est une manière qu'avaient les classes moyennes, classe moyenne chilienne hostile à Allende dans les années 70 de faire entendre dans la rue la droite qui revendiquait son existence. Donc ça, c'est un signe d'appartenance dans la droite latino-américaine. Mais le fait de se déguiser en fou, de se déguiser en clown, c'était une manière de dire on est pris pour des débiles, on est pris pour des idiots par ce pouvoir-là qui nous vole, qui est complètement corrompu. Alors sur cette image-là, il n'y a pas, mais je ne sais pas si vous avez vu à l'époque passer des canards, des immenses canards jaunes, qui étaient le symbole des manifestations. Donc, il y a une expression au Brésil qui veut dire, qui se dit littéralement « payer le canard », ça veut dire pour nous être le dindon de la farce. Et donc le canard payé par le MEDEF, l'équivalent du MEDEF, qui finançait des immenses canards pour les manifestants, était le symbole de ces manifestations. Vous pouvez voir à l'écran, alors bien sûr, c'est pas représentatif de toutes les manifestations, mais un père avec sa fille sur les épaules qui a comme pancarte « Dilma dehors, je veux aller à Disneyland de nouveau ». Donc, quand on voit ce que c'est que le niveau de vie au Brésil, ça représente ces classes supérieures qui se mobilisent. C'est pas que des classes supérieures, mais c'est plutôt les catégories supérieures de l'opinion. Et alors, c'est encore des images de ce que ça représente, ça, parce que le bolsonarisme va beaucoup naître de ça, du sexisme dans la dénonciation de Dilma Rousseff, du sexisme qui va être extrêmement violent au sein de l'Assemblée. Ça veut dire ciao cocotte, qui va être le slogan officiel. Ensuite, pour appeler à l'impeachment et toute une symbolique autour de l'argent et autour du vol de l'argent public par Dilma qui, répétons, n'est ni objet d'une enquête, ni accusée, elle n'aura jamais été condamnée, elle n'a d'ailleurs pas perdu ses droits politiques et elle est tombée pour quelque chose qui n'est même pas un délit, qui n'est aucunement un crime, qui est une opération de cavalerie budgétaire, c'est-à-dire de fait déclarée par une administration dont elle n'était même pas, puisqu'elle n'a jamais signé ça, de déclarer en janvier des dépenses, un prêt de la Banque du Brésil fait au gouvernement fédéral en décembre. Donc un micro-délit qui, 3 jours après, je crois, ou 4 jours après, n'a même plus été considéré comme un délit. Donc elle a été destituée sans motif constitutionnel, et on peut considérer que c'est un coup d'État institutionnel, mais dans le cadre d'un discours autour de la corruption endémique du gouvernement. Elle
Elle va finir par être destituée dans le cadre d'un processus qui a l'apparence de la constitutionnalité, puisque au Brésil, la Constitution indique que s'il y a une majorité au Congrès et au Sénat pour destituer un président et que la Cour suprême ne s'y oppose pas, le président peut être destitué, sauf qu'il faut un crime et qu'elle n'avait pas commis de crime, et c'est en ça que c'est un coup d'État. Alors là, vous voyez toute la droite parlementaire qui brandit Ciao Cocotte, qui montre bien le sexisme et la violence verbale de ce phénomène-là. Et puis, il y a toute une mobilisation hostile au coup d'État à la même époque, et j'attire votre attention sur cet élément parce que ça va revenir, qui utilise la rhétorique du coup d'État. Golpe, ça veut dire coup d'État, et qui va déjà identifier cette destitution qui arrive en août 2016 comme un coup d'État, et qui va commencer à construire un discours auquel moi j'adhère, sur le fait qu'il y a une dérive démocratique et que c'est pas un coup d'État avec des tanks, avec des militaires avec des lunettes noires, là, mais c'est une forme de dérive démocratique. Et finalement, dès 2016, il y a un phénomène de dérive démocratique avec la destitution de Dilma Rousseff qui a été identifié comme tel et dont finalement le Brésil qu'on connaît aujourd'hui est le produit final, enfin pas final d'ailleurs, mais voilà. Donc un pays divisé, c'est une image qui a été très connue, qu'on peut voir dans un documentaire qui est un très bon documentaire que vous pouvez trouver sur Netflix, si vous allez Netflix, d'une cinéaste qui s'appelle Petra Costa et qui s'appelle La démocratie en vertige, et qui raconte toute cette expérience-là. Je ne peux pas approfondir, mais si vous voulez un documentaire plus long, 1h30, de raconter toutes ces années-là, entre 2013 et la destitution de Dilma Rousseff, je vous conseille ce documentaire dont est extrait cette image qui est le moment du vote par la Chambre sur la destitution de Dilma Rousseff, et vous voyez les deux camps, et vous voyez les gens qui sont habillés en vert et jaune, qui sont favorables au vote pour la destitution, et les gens qui sont habillés en rouge, qui sont hostiles et qui sont favorables au fait que Dilma reste au pouvoir. Alors, non, on va revenir en arrière parce que j'en suis pas encore là. Bon. Et alors, ce que je voudrais développer, en fait, c'est que tout ce que je vous ai raconté là, tout ce qui se passe entre 2013 et 2016, c'est-à-dire une crise de la représentation politique qui va déboucher sur la création d'un sentiment plutôt populaire des catégories supérieure, d'une hostilité violente dans la rue, dans la classe politique à la présidence, qui est une présidence de centre-gauche, autour d'une rhétorique de criminalisation, de criminalité de ce pouvoir. Donc cette crise démocratique, elle est contemporaine d'une offensive concertée d'une droite très radicale dans l'espace occidental et en particulier américain, dont Trump est exactement le produit à la même époque, qui utilise une crise morale, politique et morale dans ces sociétés-là pour mettre en place un agenda ultra-conservateur. Et là, donc, il faut parler de ça, de ce qui se passe en même temps, qu'on a peu vu en Europe à cette époque-là. C'est-à-dire que ce qu'on voyait du Brésil en 2013, 2014, 2015, 2016, c'était plein de corruption, plein de scandales de corruption, des gens dans la rue qui disaient on veut plus la corruption, une destitution d'une présidente qui nous avait paru intégrée dans un système démocratique, on était un peu déçus, et puis après l'ancien président qui nous avait bien plu aussi si on est de gauche, qui va en prison. Mais l'impression que c'est plutôt une société qui rentre dans la maturité démocratique, qui manifeste et qui revendique la transparence et la probité de ses dirigeants. C'est ça qu'on voyait en Europe. C'est ça qu'on voyait dans la grande presse européenne. C'était la lecture de ce qui se passait au Brésil. Ce qu'on ne voyait pas, c'était que tout ça était travaillé et instrumentalisé par une extrême droite. D'ailleurs, quand Bolsonaro est arrivé, c'était « mais qui c'est ce gars ?» Un apologue, un ancien parachutiste, apologue de la dictature, d'où ça sort? Oui, mais justement, c'est parce que la lecture qui avait été posée sur le Brésil depuis plusieurs années était extrêmement incomplète. Et on avait lu comme une maturité de la démocratie, au contraire, une dérive autoritaire qui était largement pilotée par une extrême droite très articulée, très bien financée, très internationale, et qui sait extrêmement bien ce qu'elle fait et qui est arrivée à ses fins avec l'ascension de Bolsonaro.
Alors pour ça, il faut voir le Brésil en particulier. Qu'est-ce qui se passe au Brésil? Le Brésil est une démocratie jeune, où la constitution qui porte le nouveau régime a été promulguée en 1988. Le suffrage universel, comme je le disais à Gisèle tout à l'heure, ne date que de 1988 au Brésil. Avant, le suffrage excluait les analphabètes, c'est-à-dire beaucoup de gens au Brésil encore dans les années 1980. Et cette nouvelle république, comme on l'appelle, elle s'assoit sur une transition démocratique qu'on peut considérer, en la comparant à presque toute l'Amérique latine, comme très incomplète. Qu'est-ce qu'on appelle une transition démocratique? On appelle une transition démocratique le passage d'une dictature, de ces dictatures militaires qui ont existé dans tout le cône sud et même en fait dans toute l'Amérique latine à cette époque-là, à une véritable démocratie qui nécessite un aggiornamento, un processus de vérité, de mémoire, de justice à l'égard de la dictature militaire. Et ce qui s'est passé au Brésil, c'est que la transition démocratique, elle s'est faite sans justice, sans beaucoup de vérité, sans remettre jamais en cause une loi d'amnistie que les militaires s'étaient attribuée à eux-mêmes, quand ils étaient encore au pouvoir, en 1979. C'est le seul pays où il n'y a jamais eu aucun procès, et où donc la nouvelle République s'est bâtie sur l'idée qu'on pouvait simplement tourner la page des tortures de masse qui avaient eu lieu, des exils, des emprisonnements. Bon. Et donc cette transition démocratique incomplète, moi je travaille avec ça fait 20 ans que je travaille sur le Brésil, moi j'ai toujours présenté, mais à culpa, mais comme toute ma profession, comme une espèce de caillou dans la chaussure. C'est dommage quand même, s'il y a eu des procès, que ces gens-là avaient été punis, et on ne s'est pas rendu compte du péril en fait profond que ça impliquait, que personne n'a été condamné, que les mêmes militaires qui avaient été des tortionnaires soient devenus les généraux d'aujourd'hui, qu'on n'ait pas changé les programmes d'instruction dans les écoles militaires, dans les écoles de police et dans les écoles de police militaire, et que finalement cette transition incomplète, c'était une incomplétude de la démocratie elle-même. C'est aussi, ça a aussi permis que tous les apologues de la dictature, militaires ou non, continuent d'avoir leur espace auditorial, leur espace public. Ils continuent de se mobiliser, et c'est le cas. Et là, on peut passer, en particulier en particulier de tout un tas de groupes d'extrême droite militaire, de militaires de la réserve, des militaires d'active. À l'époque, n'avaient pas le droit de trop s'exprimer, mais dès les années 90, tout un tas de militaires qui sont des anciens acteurs centraux de la dictature se mettent à s'organiser, font des associations, des groupes, des sites internet. Ils investissent énormément Internet. Comme le principal, c'est un groupe qui s'appelle le groupe Terrorisme, jamais plus terrorisme, qui est un miroir de Jamais plus la torture, Tortura Nunca Mais, qui sont partout en Amérique latine, les grands groupes de familles de victimes s'appellent souvent comme ça. Et donc, ce groupe de militaires, on a appelé ça le terrorisme. Le terrorisme, c'est la gauche, c'est la guérilla communiste, etc. Et donc, c'est des groupes qui sont extrêmement actifs. Pourquoi c'est important? Parce que Bolsonaro, il vient de là, ces groupes-là. Lui, il est la star absolue depuis les années 90 de ces groupes-là, de ces groupes de militaires réservistes, qui sont des gens qu'il a fréquentés avant qu'il se fasse expulser de l'armée. C'est quelqu'un qui était un militaire parachutiste dans les années 70 et 80 et qui est expulsé de l'armée parce que... Expulsé, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons que c'est à peu près l'idée, parce qu'il a essayé de mettre des bombes dans des casernes pour revendiquer le maintien de bons salaires pour les jeunes officiers malgré la transition démocratique. Un peu le fait de maintenir des privilèges corporatistes dans le nouveau régime. Bon, alors c'était quand même pas acceptable de mettre des bombes dans les toilettes des casernes, et donc il a quitté les forces armées. Et il est rentré immédiatement en politique. Et il est rentré immédiatement en politique avec un électorat important qui étaient les militaires, les policiers militaires, etc. C'est pour ça qu'il vient de Sao Paulo, mais il a été à Rio, parce qu'à Rio, il y a des énormes garnisons, donc il y avait un électorat. Il n'a jamais perdu une élection. C'est d'ailleurs un peu inquiétant pour 2022. S'il perd, ce sera la première fois depuis 1992. Il n'a jamais perdu une élection. Et il est extrêmement entouré par ces groupes-là, qui sont des groupes très nombreux, il y a des milliers de personnes. Ils portent leur discours.
leur discours, c'est un discours d'exaltation de la dictature, de la légitimité de ce qu'a représenté la dictature. La dictature a sauvé le pays du communisme, sinon le pays serait devenu un grand Cuba. Le problème de la dictature, c'est qu'elle a torturé, mais elle n'a pas tué. Elle aurait dû en tuer 30 000, comme en Argentine. Ça aurait bien réglé les problèmes pour la suite. En particulier, il n'y aurait pas eu des Lula qui seraient passés à cette époque-là. Et donc, c'est important d'avoir comme idée que Bolsonaro, il n'est pas apparu en 2018. Ça fait 30 ans qu'il est dans ces réseaux-là. Ça fait 30 ans que de manière relativement périphérique sur la scène publique, il porte cette voix-là, il porte cette voix de l'apologie de la dictature. Alors attendez, comme je parle beaucoup plus vite que ce que j'ai... Voilà, alors oui, on peut passer. Vous comprenez, ça va pas trop vite ce que je raconte? Vous arrivez à me suivre? Comme ça, je vous raconte tout ce que j'ai prévu de vous raconter et ensuite on a le temps de discuter. Voilà, quand il est élu au Congrès en 92, il arrive avec ses bottes de parachutiste qu'il a gardées pour bien montrer qu'il vient de défendre les intérêts de l'armée. Il se met en scène énormément comme ça, et qui défend à l'intérieur de l'enceinte dont il dit qu'il la méprise. Il va être député pendant 28 ans, donc en fait, il s'en est nourri, y compris financièrement. Il a fait de tous ses enfants des élus, mais il dit que lui, il est militaire, il se présente toujours comme un militaire, alors qu'il a été militaire 10 ans et député 28, et il se présente comme le défenseur de ces intérêts-là. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ce que je vous ai dit, souvenez-vous de la chronologie, manifestation de 2013, chute de la popularité de Dilma Rousseff, réélection difficile, effondrement de la popularité de Dilma Rousseff juste après, avec des demandes d'impeachment. En même temps que ça, pile en même temps que ça, se déroule le premier vrai dispositif ambitieux de justice transitionnelle au Brésil depuis la fin de la dictature, c'est-à-dire la Commission nationale de la vérité. Dilma Rousseff, c'est une ancienne guérillera. Elle a été membre de mouvements armés quand elle était très très jeune, entre ses 19 ans et ses 23 ans. Elle a été emprisonnée, l'essentiel de cette expérience-là, pendant 3 ans. Et c'est quelqu'un qui ensuite est rentré dans des partis relativement modérés, assez rapidement, mais qui a cette histoire-là, et qui, quand elle arrive au pouvoir en 2010, change de niveau en termes d'ambition des dispositifs de justice transitionnelle, sans jamais remettre en cause la loi d'amnistie, c'est-à-dire sans objectif de punir les tortionnaires, les répresseurs, mais avec un projet d'ouverture des archives, d'aller chercher les archives chez les militaires, qui les ont gardées dans leur caserne, de faire témoigner les militaires, de leur faire raconter de faire témoigner toutes les victimes qui veulent parler, et surtout d'avoir un discours public de l'État, de reconnaître sa responsabilité, de lister les gens qui sont responsables de crimes contre les droits humains, donc de faire porter la voix de l'État et de la République par rapport au passé dictatorial. Et donc ça, c'est la cérémonie d'inauguration de la Commission Vérité en mai 2012. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'entre le début de ça, entre mai 2012 et décembre 2014, quand le rapport de la Commission Vérité est rendu et porté par Dilma Rousseff devant les Brésiliens, elle vient d'être réélue, elle a été réélue en octobre 2014, l'effondrement de ce pouvoir ce pouvoir de centre-gauche perd l'essentiel de sa popularité. Et il perd de sa popularité avec un discours qui le criminalise et qui, je vais y revenir, le considère comme non seulement criminel et corrompu, mais aussi communiste, radical. Et ce qui fait que la Commission Vérité, et c'est horrible à dire, puisque c'est un dispositif que moi j'ai beaucoup soutenu et auquel j'ai participé même au début, tombe au pire moment, puisque, alors que c'était un dispositif qui était censé porter la parole de la République sur une dictature que tout le monde devait rejeter, elle devient, au fil de son existence, associée à la gauche, et qui n'est pas de gauche, n'a pas de raison de porter le même regard sur la dictature que ce discours de gauche, qui est le discours de la Commission nationale de la vérité. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, en fait, la Commission Vérité est traversée des faits pervers. L'un de ceux-là étant que les tortionnaires et les responsables de la répression extrêmement, des gens qui ont énormément de sang sur les mains, comme ce personnage qui s'appelle le colonel Carlos Alberto Brilhanti Ustra, qui était le responsable du principal organe de police militaro-civil de l'État de São Paulo pendant les années de plomb, entre 69 et 74. Ce personnage-là, qui est appelé à témoigner
dans un objectif Désolée, mais ça me perturbe un petit peu. Ouais, bon... Merci. Donc en fait, où son témoignage était censé être en tant que tel de la pédagogie publique, les gens en l'entendant parler allaient prendre conscience d'à quel point il avait commis des choses extrêmement graves. Bon. Et en fait, ce personnage-là, il va au contraire gagner un public inédit à l'occasion de la commission Vérité. Ses ventes de livres qui étaient ridicules explosent. Il devient un auteur de best-seller et il devient une figure publique qui est utilisée dans les manifestations anti-Dilma Rousseff. En sachant que c'est sous... Alors, il n'a pas été tortionnaire direct de Dilma Rousseff, mais c'est sous son commandement qu'elle a été torturée de manière sauvage. Elle en a perdu sa mâchoire. Hein. Vous avez sûrement remarqué qu'elle a une mâchoire prognate, qui est résultat du fait qu'elle a eu la mâchoire coupée en 7 morceaux, je crois, pendant les pratiques de torture. Et donc, voilà, ce personnage-là, on peut passer à la prochaine. Ce personnage-là, on va y revenir, devient un personnage de la scène publique. Donc, la crise démocratique, elle est percutée d'une offensive de la droite, elle est percutée de la mémoire de la dictature, et d'une mémoire qui n'est pas consensuelle, puisque la droite va se mettre à revendiquer la dictature, comme finalement quelque chose qui n'était pas si mal, voire qui était très bien pour l'extrême droite, et la gauche revendique la mémoire de la résistance. Et il y a un personnage qui apparaît pendant la commission Vérité, que personne ne connaissait jusqu'à présent, à part ses électeurs de Rio, c'est Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, il est un député fédéral, bon. Il demande à intégrer la commission des droits humains, bon, la bonne blague. Et qu'est-ce qu'il fait depuis la commission des droits humains? Il passe son temps à taper sur la commission Vérité. 2/3 de son temps de parole entre 2012 et 2014, ça traite de la commission Vérité. Donc, Jair Bolsonaro, il devient une figure publique en tapant sur la commission Vérité. Il devient une figure publique et il devient quelqu'un qui est un peu réhabilité dans le milieu militaire. Milieu militaire d'active. Il était populaire dans les milieux militaires de la réserve et il avait des électeurs plus jeunes, hein, des sergents, des policiers, etc. Mais il est un peu réhabilité dans les états-majors qui sont très en colère contre la commission Vérité, d'ailleurs qui ne collaborent pas du tout avec la commission Vérité. Et à partir de 2014, il est invité dans des casernes, il est acclamé dans les écoles de cadets et il est coopté par les états-majors dès 2014, avant la réélection de Dilma Rousseff d'ailleurs. On peut passer à celle d'après. Et à cette même époque, non, dans l'autre sens, voilà. À cette même époque, la mémoire de la dictature percute cette crise-là parce que la gauche revendique la mémoire aussi de la résistance et de l'opposition. Dilma Rousseff fait campagne en 2014 pour être réélue, avec comme figure de campagne, comme truc distribué dans les tracts de la rue, l'image qui est son image de quand elle avait 20 ans. Et ça, c'est la photo, c'est un dessin qui a été fait à partir de la photo faite par la police politique. Et donc, on se retrouve avec les deux camps qui mobilisent finalement une mémoire d'apologie de la dictature ou une mémoire de la résistance. Et donc, vous voyez Lula qui fait campagne pour Dilma avec cette image qui s'appelle de Cœur Vaillant, qui était son pseudo pendant une partie de son militantisme. Bon. En face, on va avoir, alors là c'est une vidéo, alors je m'excuse parce que les sous-titres sont en anglais, il parle portugais, c'est Bolsonaro, mais moi je ne sais pas faire des sous-titres, donc je n'ai pas fait des sous-titres en français, et la seule vidéo que j'ai trouvée, c'est une vidéo sous-titrée en anglais, j'espère que vous aurez le sens général, même ceux qui ne parlent pas bien anglais. Et donc ça c'est Bolsonaro qui, en avril 2016, justifie son vote en faveur de la destitution de Dilma Rousseff à l'enceinte du Congrès. Tous les députés vont justifier leur vote et vous allez voir comment est-ce qu'il justifie son vote. Alors là, il doit y avoir une petite... Avec la souris, on doit pouvoir cliquer sur un truc qui doit permettre de... Alors, pourquoi je ne la vois pas, ma souris? Vous la voyez, vous? Ah oui, alors elle est pas au même endroit. Encore. Alors, je vais mettre du son là. Vous n'allez pas entendre grand-chose, mais de toute façon, c'est du portugais, donc... On s'en fiche.
Alors comment il justifie son vote, Bolsonaro? Il n'y a pas d'histoire de corruption, il n'y a pas d'histoire d'un quelconque crime commis par Dilma Rousseff. Il justifie son vote en le dédiant à la mémoire. Il dit ils ont perdu en 64 le coup d'État militaire. Ils perdent en 2016, donc on voit bien la continuité, la mémoire de la dictature. Et il dédie son vote au tortionnaire, la pavor de Dilma Rousseff, c'est la terreur de Dilma Rousseff, donc qui le désigne comme le tortionnaire de Dilma Rousseff. Et il dédie à l'armée. En plus, il conclut avec un slogan qui est toujours son slogan aujourd'hui, qui est directement inspiré d'un slogan nazi, qui a été approprié par les parachutistes brésiliens dans les 70, Deutschland über alles, Brésil acima de tudo, Brésil au-dessus de tout, mais qui n'est pas simplement une coïncidence. C'est des réseaux néo-nazis parachutistes dont Bolsonaro était proche, qui se sont appropriés ce slogan-là et qui maintenant est le slogan de la présidence brésilienne. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez pu voir peut-être qu'il considère que son vote est un vote anticommuniste. Donc c'est pas simplement la mémoire de la dictature, c'est l'idée que le communisme reste vivant et que Dilma Rousseff, elle doit tomber parce qu'elle est communiste et qu'il faut s'opposer à un projet communiste dans le pays. Pas du parti communiste qui serait intégré dans une scène démocratique. Le communisme comme système de gouvernement et comme représentation telle que c'est celle de Bolsonaro, c'est-à-dire un régime totalitaire qui communise l'intégralité des richesses et en même temps des gens et qui correspond à un projet réel dans le monde actuel, avec un vrai projet d'instaurer des régimes communistes partout dans le monde. C'est le discours de Bolsonaro. Alors pourquoi il a ce discours-là, Bolsonaro? Parce que, en plus de toute cette mémoire de la dictature, de toute cette guerre froide jamais terminée, en fait, dans laquelle tous ces gens-là continuent de vivre, cet imaginaire-là et cette mobilisation-là très brésilienne, elle va être nourrie à coups de pétrole avec une allumette dessus, par une offensive idéologique de la nouvelle droite dans l'espace américain, qui arrive avec une nouvelle théorie dans les années 90, qui va la diffuser partout en Occident, y compris en Europe, avec des formes particulières. Et cette théorie, c'est la théorie du marxisme culturel. Qu'est-ce que c'est que la théorie du marxisme culturel? Peut-être que vous n'y êtes pas familier, maintenant tous les Brésiliens en sont familiers. C'est une théorie selon laquelle la chute du mur et la chute du bloc soviétique n'a pas fait cesser le projet communiste, bien au contraire, que le projet de révolution communiste à l'échelle globale a simplement perdu la bataille des armes, mais a adopté une stratégie gramscienne d'hégémonie culturelle, qui est le fait de communiser les esprits, avec des combats qui sont des combats féministes pour les droits des minorités, pour les droits des personnes racisées, pour les droits des homosexuels, pour l'environnement, pour tout un tas de combats qui sont des combats depuis les années 60 et 70 et même avant, et que ce sont les nouveaux visages du communisme. Et donc c'est un projet totalitaire. Et l'idéologie bolsonariste, c'est ça. L'idéologie bolsonariste, c'est l'idée qu'il y a une menace communiste, qui est une menace principalement culturelle et qui prend tous les visages du progressisme, que c'est l'ennemi interne qu'il faut donc l'exterminer, dans le langage, mais il y a un vrai discours de violence politique, de guerre interne. Et finalement, c'est l'adhésion à ces discours de la nouvelle droite américaine, essentiellement américaine, mais qui nous vient aussi. Nous, on a d'autres ennemis internes, mais c'est le même univers, en fait, et qui va être approprié à partir d'une culture d'extrême droite locale, qui est donc très militariste et très liée au passé de la dictature militaire, et qui fait le lien, en fait. Et donc, il va y avoir ce produit spécial, ce néofascisme à la brésilienne, cette ultra-droite à la brésilienne, qui considère qu'il y a une menace communiste depuis toujours. On a réussi à la vaincre pendant la dictature militaire, mais elle est toujours là. Et il faut la vaincre de nouveau. Donc, il y a un nouveau combat à mener, mais avec les armes d'aujourd'hui. On peut passer un peu. Donc, voilà. Et Bolsonaro... C'est pas un hasard s'il devient connu pour lutter contre la commission vérité, qu'ensuite il fait de Oustra son héros, il fait campagne avec la figure de Oustra. Et je ne sais pas si vous imaginez, Oustra, un tortionnaire responsable de l'essentiel de la répression pendant les années de plomb dans le plus grand État du Brésil, et qui va être élu malgré ça, ou en fait
en partie à cause de ça, hein, grâce à la radicalité de ce type de propos. Bon, on peut passer, il faut que j'accélère un petit peu, me semble-t-il, il ne me reste que 10 minutes. Et donc, en fait, ce que je dis là, l'offensive d'une droite dure nostalgique de la dictature et en guerre culturelle, ça fait que Dilma Rousseff, hein, donc je reviens, hein, est destituée autour d'accusations de corruption, mais aussi autour d'accusations de vouloir implanter une dictature totalitaire communiste au Brésil. Et ensuite, Lula va être emprisonné avec l'accusation d'être corrompu, mais surtout d'avoir le projet d'installer une dictature communiste au Brésil. Ce qui fait qu'on a des slogans, hein, qui sont exactement les mêmes en 64, manifestation de 64, qui appuie le coup d'État, manifestation de femmes de classe supérieure qui appuient le coup d'État en manifestant le lendemain de la prise du pouvoir par les militaires avec une banderole « Le Brésil ne sera pas un nouveau Cuba ». Et bah, la même chose pendant la destitution de Dilma Rousseff. Et c'est pas la banderole qu'on a trouvée parce qu'elle était différente des autres. Le ton des manifestations, c'est ça, tout comme le ton, la parole maintenant de l'électorat bolsonariste, c'est une parole pour qui il y a une réalité complètement intégrée. Hein, et si vous essayez de les contester, de toute façon, c'est parce que vous-même, vous êtes communiste. Vous avez déjà perdu, hein, vous êtes passé dans le camp adverse. Bon. Voilà, autre exemple, on peut passer à celle d'après. Voilà, non à la dictature communiste au Brésil. Hein, voilà, et c'est pas du tout étonnant pour les manifestants de voir ça. Donc, ce qui permet de comprendre le bolsonarisme, c'est ça, c'est la rencontre d'une crise démocratique avec une offensive concertée d'une droite nationale brésilienne, articulée avec des idéaux, hein, une idéologie qui vient d'ailleurs mais qui va être importée au Brésil et en particulier dans les milieux militaires. Et donc, dans le contexte d'une crise démocratique, cette droite va mener un nouveau combat, une guerre politique et culturelle contre un ennemi imaginaire, hein, qui est l'ennemi d'un projet d'instauration d'une dictature communiste, non seulement au Brésil, mais en Occident, hein, puisque l'imaginaire, c'est que le projet communiste, c'est un projet de révolution mondiale avec l'idée de créer l'Union des républiques socialistes d'Amérique latine, l'URSAL, qui a été très présente dans la campagne de 2018. Alors, j'accélère, hein, parce qu'il va falloir qu'on arrive quand même à aujourd'hui, et là on est qu'en 2018. Alors, il y a plein d'autres éléments que le cœur de mon interprétation du bolsonarisme que je vous ai présenté, qui expliquent pourquoi finalement ce chaudron, hein, de culture va permettre l'ascension de Bolsonaro. Je vais vous en donner que certains éléments qui sont évident pour vous si vous intéressez un tout petit peu au pays, hein, mais il y a des éléments qui vont permettre qu'une opinion, un public adhère à ce type d'imaginaire. Un élément, c'est l'explosion d'un évangélisme conservateur et politique depuis les années 80, 90, disons milieu des années 90, et d'une manière constante, où les évangélistes représenteront plus de la moitié, hein, de la population brésilienne en 2050. Et alors pourquoi les évangélistes ce serait plus disposants à voter sur l'extrême droite? Pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, cette nouvelle religion, elle est très conservatrice sur les questions de mœurs, sur les questions de femmes, sur les questions de famille, sur les questions de droit à disposer de son corps, etc. Donc il y a un très grand conservatisme qui ne correspond pas à la proposition du centre-gauche au pouvoir et qui attend un tournant conservateur sur les questions de mœurs. Mais aussi, c'est un des courants, le néo-pentecôtisme en particulier, qui est inventé en fait en partenariat avec la nouvelle droite nord-américaine dans les années 80, avec un projet politique et économique qui s'appelle la théologie de la prospérité et qui considère que le fait de gagner de l'argent est le signe d'une élection divine. Et que donc, plus on est riche, plus on est aimé de Dieu. Et donc, il faut essayer de gagner de l'argent pour devenir être aimé de Dieu. Il faut aussi gagner de l'argent pour pouvoir donner de l'argent à son Église et enrichir l'Église et donc que Dieu soit content. Et donc, il y a une
compatibilité absolue entre cette théologie de la prospérité et le néolibéralisme, puisque ça implique d'admirer les riches, de les considérer comme légitimes dans leur richesse, et de considérer que le seul truc qu'on a à faire dans la vie, c'est d'essayer de gagner de l'argent, et que c'est comme ça qu'on sera un bon chrétien. Et donc évidemment, c'est un projet qui est extrêmement disposé à, accueillir un projet ultra néolibéral, ce qui est le cas de celui de Bolsonaro, et par ailleurs à trouver complètement inconvenant des projets de solidarité sociale, d'État-providence, etc. Ça ne correspond pas à du tout ça. Il n'y a pas d'État-providence. La providence, c'est la providence divine. Ce n'est pas le rôle de l'État. Et l'État, il doit être minuscule, et il doit assurer la sécurité publique, et encore même pas trop, on peut se défendre aussi nous-mêmes. J'y reviendrai après sur la culture des armes. Je passe. Voilà, donc c'est pas des petites boîtes, les églises néo-pentecôtistes, c'est pas des. Je suis en train de me rendre compte que mon imprimante a cessé d'imprimer. Donc je vais improviser à partir des slides parce que je sais plus. Après, j'ai que des feuilles blanches. Je me disais tout est bien, mais en fait c'est tout blanc. Tout va très bien. Donc voilà, on peut passer. On peut passer. Ah non, ça réapparaît après. On peut passer à la diapo suivante. On peut passer. Non, on passe. Voilà. Ce conservatisme moral, il est extrêmement compatible entre les évangélistes et le marxisme culturel, puisque le principe du marxisme culturel, c'est que le communisme va passer par l'éducation, la culture, les mœurs. Et donc, va passer par l'éducation à l'égalité des genres, va passer par la tolérance à l'égard des orientations sexuelles différentes, etc. Et il existe cette idée que ce qu'on appelle en France l'idéologie du genre, ce qui n'existe pas, ni la théorie ni l'idéologie, mais qui est devenu un topic de l'extrême droite, c'est à la fois un truc démoniaque, les évangélistes sont persuadés que c'est œuvre du diable, et les tenants du marxisme culturel sont persuadés que c'est l'œuvre des communistes. Et donc, en fait, les communistes, c'est un peu le diable, mais je vous dis ça, je résume forcément parce que j'ai peu de temps, mais c'est exactement ça. Est-ce que vous voyez à l'écran, genre, va à Cuba, ici non, avec des cornes de diable. Donc on a le genre, qui serait devenu un truc ennemi, comme si le genre en tant que tel était un ennemi, ça n'a aucun sens, bon. Et à la fois présenté comme quelque chose de communiste et de diabolique. Et ça, c'est quelque chose d'absolument central, et les questions de sexualité, et un espèce de fantasme incroyable selon lequel il y aura un projet de la gauche de réassignation sexuelle généralisée des enfants, par exemple, de cours de masturbation à l'école. Tout ça a été absolument central pendant la campagne de 2018, et il est central dans la campagne de 2022. Donc il y a une vraie importance des questions de sexualité et de genre dans ce discours d'extrême droite. Voilà, alors voilà, non à l'idéologie du genre. Je développerai si vous voulez pendant la discussion, mais je vais avancer. On peut passer. Alors, autre élément très important de la dynamique de l'accession au pouvoir de Bolsonaro, et en fait jusqu'à aujourd'hui, la brutalisation des relations sociales et le fait que le mouvement bolsonariste est en tant que tel une forme de néofascisme. D'ailleurs, il en a un uniforme. On trouve ça rigolo, qu'ils ont des t-shirts de foot, mais c'est une forme d'uniforme. C'est une forme d'uniforme patriotique. C'est pas les chemises noires, mais c'est une forme d'uniforme qui permet la reconnaissance, qui est une forme de virilisme. Donc il y a quelque chose qui est une nouvelle manière de s'affirmer dans l'espace public comme appartenant au même mouvement. Et la campagne de 2018, elle est marquée par un effort d'un certain nombre de milices bolsonaristes, de terroriser les adversaires, et ils vont tenter de les terroriser avec un assassinat qui est resté très célèbre, l'assassinat en mars 2018 d'une conseillère municipale noire, femme, lesbienne de Rio, qui s'appelle Marielle Franco, et qui est assassinée, abattue par des hommes de main, en particulier sous le commandement de milices très proches de la famille de Bolsonaro, qui n'ont évidemment jamais été jugés, enquêtés et jugés depuis, et qui ont un objectif de terroriser l'adversaire, et qui va en fait pas terroriser l'adversaire, puisque Marielle Franco est devenue la principale opposante. Elle est toujours finalement, depuis son tombeau, la principale opposante à Bolsonaro, puisqu'elle a encouragé une nouvelle génération à devenir opposante à ce pouvoir-là. On peut passer. Alors, autre événement extrêmement marquant de la campagne de 2018, bien évidemment, c'est l'emprisonnement de Lula.
J'y reviendrai si vous voulez, j'ai pas le temps et je veux aller un peu plus loin. Lula, qui est très haut dans les sondages, il est pas loin de gagner au premier tour au moment où il est emprisonné, et il continue de l'être dans les sondages, hein, et il est emprisonné avec, je peux vous expliquer le détail du procès, je trouve ça très important actuellement d'être bien au clair sur ce qu'il y avait dans les procès, sur ce que les associations de juristes ont dit, sur ce que l'ONU a dit, hein, pour savoir exactement, parce que sinon c'est facile de dire il n'y a pas de fumée sans feu, il devait bien y avoir quelque chose, etc. Non, Lula, il a fait l'objet d'une guerre juridique, le but était de l'exclure du suffrage, et moi j'ai arrêté d'être mal à l'aise de le dire. Voilà, toutes les dictatures ont mis en prison leurs opposants en les accusant de tout et n'importe quoi, y compris très largement de corruption, hein. Ça marche très très bien, parce que comme il y a un imaginaire de se dire la corruption, de toute façon les politiques sont tous un peu corrompus, il doit l'être aussi comme tout le monde. Non, c'est pas le cas, et il a été mis en prison pour des raisons qui étaient des raisons purement politiques. Ça a bien marché puisque il est resté en prison pendant 600 jours, et son absence a permis l'élection de Bolsonaro. Ceux qui veulent regarder mon livre, il y a un chapitre qui est dédié à cette question-là à la fin de l'ouvrage. On peut passer après. Donc, dans ce cadre-là, parvient au pouvoir Bolsonaro, d'un gouvernement qui est très marquant quand on le compare à celui d'Ilma Rousseff, puisqu'il est très largement masculin et exclusivement blanc, quasiment exclusivement blanc, non pas exclusivement, à une exception près. On peut passer à la suite, et c'est un gouvernement qui est extrêmement militarisé. C'est une grande question pour le Brésil aujourd'hui, hein. Comme je vous l'ai dit, Bolsonaro, il est porté par les militaires depuis 2014. Il représente les intérêts militaires depuis le début de son entrée en politique, et il va faire entrer massivement les militaires au gouvernement, dans l'administration gouvernementale, dans les conseils d'administration des entreprises publiques, dans l'administration de la sécurité sociale, du système de retraite. Tout, il y a des militaires absolument partout, y compris des militaires d'actifs. Il y a plus de militaires dans l'appareil d'État, dans l'administration publique, hein, que pendant la dictature. Et donc, il y a un problème massif, il y a plein de problèmes là. Si jamais Bolsonaro n'est pas réélu, il y a une liste de problèmes longue comme le bras, mais un des problèmes massifs, c'est comment on démilitarise le régime sans une transition démocratique, une nouvelle transition démocratique, et surtout quand on n'a pas plein de pouvoirs. Et si même Lula arrive à la présidence, il n'aura pas le Congrès, il n'aura ni la Chambre ni le Sénat, il n'aura pas l'essentiel des gouverneurs, etc. Et comment est-ce qu'il aura la force politique pour démilitariser l'État? Et comment est-ce qu'on est en démocratie avec un État à ce point militarisé? Alors c'est un gouvernement qui est un gouvernement, vous devinez, néolibéral, et c'est pour cette raison-là qu'il est à ce point-là défavorable à l'environnement, puisque, et comme je vais vous le dire très rapidement, ce que fait Bolsonaro, ce type de gouvernement d'extrême droite et son association fine avec le néolibéralisme, c'est pas un gouvernement qui lui-même agit beaucoup, à la différence du fascisme XXe siècle, si vous voulez. C'est un gouvernement qui laisse les forces sociales dominantes détruire et la nature et les plus humbles et les plus fragiles. C'est-à-dire, c'est pas Bolsonaro qui brûle l'Amazonie. Par contre, il a supprimé toute forme d'institution de contrôle, toute forme de force de police pour empêcher ceux qui veulent la brûler pour ensuite aller couper du bois ou brûler pour aller... Voilà. Il n'y a plus aucune forme de régulation publique, et ça a pour conséquence des choses absolument dramatiques. Et en fait, sur tous les 100 champs, c'est comme ça. Il ne met pas en prison ses opposants. Il y a des milices dont les mecs vont jamais en prison, qui terrorisent les gens en les menaçant, etc., en leur tapant dessus. C'est suffisant, en fait. La brutalisation de la société est telle, parce qu'elle est permise et légitimée par un État et un président qui l'encourage, qui dit des choses extrêmement violentes sur la société, que la libération de ces forces sociales très violentes, dans un pays très violent, déjà, très hiérarchique, très autoritaire, très violent, brutalise la société et rend la société autoritaire, en fait, par un État qui ne régule plus et qui légitime les violences sociales. On passe, alors, avec quand même un agenda conservateur, avec, par exemple, la fin de la démarcation des terres indigènes, la fin du fait de faire des territoires indigènes. C'est une manière que l'État arrête de protéger, mais c'est quand même un agenda conservateur de fait d'arrêter de protéger, puisque le discours sur les indigènes, c'est que qu'est-ce que c'est que ces privilégiés? Ils feraient bien d'aller travailler dans les usines, ils prendraient des antibiotiques, et voilà. Et donc le but, c'est la disparition des cultures et des sociétés indigènes. Alors, je ne vais pas revenir, mais dans cette idée de l'État n'a pas à protéger,
L'État n'a pas... c'est une idée très darwinienne en fait, hein, une darwinienne sociale, hein, c'est-à-dire on laisse se faire ce qui doit se faire, c'est comme ça que le pays en sortira puissant et régénéré. La gestion du Covid, c'est pas de la nullité, c'est pas de la corruption, c'est pas que ça, c'est un projet. Le projet de Bolsonaro, assumé, public, c'était il faut que la pandémie passe, les plus forts survivront. C'est ce qu'il disait, il l'a eu, hein, théoriquement. De toute façon, il était fort, il faisait du sport. Donc voilà, les forts survivent. Et il y a exactement ça. Et c'est pour ça que c'est une forme de néofascisme, le bolsonarisme. C'est qu'il y a une idée darwinienne qui est une idée finalement d'application des lois d'une nature violente à une société pour que cette société soit puissante, virile, digne, etc. Ce qui est vraiment une idée qui est à la racine du nazisme, hein, qui est comme ça que les relations sociales et les relations entre les races étaient pensées par les idéologues nazis. Voilà, un projet conservateur, un projet pour l'école, l'explosion, je ne peux pas en parler parce que de l'enseignement militaire, hein, tout l'argent pour l'éducation est complètement supprimé pour valoriser les enseignements privés. L'unique argent qui est mis par l'État fédéral, c'est dans les lycées militaires. Donc, comme on peut imaginer, voilà, on passe. Également, alors je vous suis le fil, évidemment, il y a d'autres dimensions, mais l'idée de permettre que la population s'arme avec le développement des clubs de tir, un assouplissement complet de la législation sur les armes à feu, c'est exactement la même idée. C'est qu'il faut que la société elle-même se purifie. Et donc que tout le monde s'arme très bien, qui s'arme avec des mitraillettes. Hein. Comme ça, la société en sortira régénérée avec, certes, de la violence, une bonne guerre civile. Il disait ça très souvent, hein, Bolsonaro. Une bonne guerre civile. Hein. Voilà, et c'est ce qui est inquiétant sur la suite des événements. Alors vous voyez, bon voilà. Par exemple, il a intégré un micro-parti qui l'a permis d'être élu, puis après il en est parti, il en a créé un autre qui s'appelle l'Alliance pour le Brésil, et dans la cérémonie de lancement, le logo du parti s'était fait en balle. C'est sympa, hein. Ouais, voilà. Voilà. Alors j'ai fini à... Il est 37, c'est pas si mal. Voilà. Alors qu'est-ce que ça nous donne comme perspective, à part d'être terrifié? J'imagine que vous l'êtes comme moi. Voilà. Ce qu'on a comme projet, c'est un projet de quelqu'un, hein, quelqu'un de centre-gauche, qui est allié avec une partie du centre-droit pour faire face à ça. Alors, j'entends beaucoup, hein, sur Lula, il a déjà un peu vendu son âme, il s'est mis avec des conservateurs, etc. En face, c'est ce dont je vous ai parlé. Et donc, il ne faut juste pas qu'il soit élu, en sachant qu'il a déjà la majorité absolue à la Chambre et au Sénat, et il aura au moins un tiers des gouverneurs. S'il y a en plus à la présidence, juste le pays est foutu. L'Amazonie, c'est fini, hein, on peut oublier. Donc le climat dans toutes les Amériques, c'est foutu aussi. Il ne faut pas qu'il gagne. Et s'il gagne, il faut faire tout ce qu'on peut pour qu'il sorte en cours de route. C'est très compliqué, hein, mais... De toute façon, il ne faut pas qu'il gagne. Et la discussion pour savoir est-ce que Lula, il est assez moderne, il a inséré ci et ça, est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'il dit sur les allocations familiales? Moi, honnêtement, j'en ai rien à faire. C'est un progressiste, c'est quelqu'un qui a une culture de gauche, c'est quelqu'un qui... Et en face, on a quelqu'un qui est un danger pour le monde, pour son pays, qui ne s'en remettra pas, et qui montre la vivacité du fascisme. Avec vraiment des versions historiques qu'on peut retrouver, hein. Le virilisme, l'identification publique, une forme de darwinisme par la violence, une régénération d'une société autour d'une idée de nation, etc. Je pourrais vous en faire des tonnes, hein, mais il y a une vraie justification de l'appellation d'un néofascisme qui s'exprime avec ces formes-là, qui est porteur d'une histoire violente. Le fascisme, il est né des tranchées de la Première Guerre mondiale et de la mémoire. Ça, c'est un produit aussi de la dictature, de l'expérience de la violence extrême sur le sol national. Donc, en face, c'est ça. C'est pas un rigolo. Et le potentiel qu'il a de détruire la société, les consciences, mais aussi de violence dans la société, il est extraordinaire. Il n'y a aucune certitude sur que les élections se déroulent normalement, qu'il accepte le résultat. Qu'est-ce que feront les forces armées? Qu'est-ce que feront les polices militaires? Qu'est-ce que feront les milices dans le cas d'une défaite de Bolsonaro? Absolument aucune certitude, ni au moment du vote, ni au moment de l'investiture. Il n'y a aucune certitude. Donc il faut que Lula, il arrive au 2 janvier, et ensuite, il faut qu'il reste au pouvoir un peu. Il ne va pas rester les 4 ans. Mais il faut qu'il reste au pouvoir un peu, c'est l'unique objectif. Et après, on peut discuter du sexe des anges, mais actuellement, il y a un ennemi, et c'est quelqu'un qui identifie la démocratie comme son ennemi depuis 30 ans,
il faut l'identifier non pas comme un adversaire actuellement, mais qu'une forme d'ennemi politique. En tout cas, c'est mon avis. Je vous remercie, je suis désolée d'avoir un petit peu dépassé. Très bien, on remercie vos géniaux et il vous reste 19 minutes pour poser des questions. Je peux me déplacer pour avoir une micro. Ah, mais pourquoi c'est le premier tout en haut? Je vais peut-être me rester avec les gens qui... Hop. Merci. Alors, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que le problème des cartels a pu jouer dans son accession au pouvoir, en fait, et aussi de l'hyperviolence qui est déjà de base un peu dans la société, en fait? Alors l'hyperviolence qui... Alors, je ne sais pas, peut-être on fait plusieurs questions d'un coup, ce sera peut-être mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Je ne réponds pas? Ok, bon, j'ai commencé à répondre, je réponds. Alors, la situation d'extrême violence urbaine, elle date en fait de la fin des années 70 et des années 80, avec l'arrivée des armes et de la drogue, la drogue de Colombie et les armes de partout. La situation de la violence urbaine, elle a plusieurs conséquences. Elle a pour conséquence d'abord que pour toute une partie de la société brésilienne, l'attachement à la démocratie, l'attachement au fait d'être un citoyen, l'attachement à avoir l'idée que l'État se préoccupe de soi, qui est un discours qu'a porté et la République et la gauche, ça n'a aucun sens en fait. Avec 60 000 morts par an, par arme à feu, par homicide, qui touchent essentiellement une jeunesse noire, masculine beaucoup, mais une jeunesse noire, comment est-ce qu'on peut demander aux gens d'être attachés à la démocratie et de se considérer comme protégés par la démocratie? En sachant que sur ces 60 000, il y en a 9 000 qui sont par la police, y compris dans des situations de torture, de disparition, etc. Donc je pense qu'il y a un élément de la violence urbaine qui est de la responsabilité en partie des cartels, en partie des milices, c'est-à-dire de ces mafias composées de militaires, d'anciens militaires, de pompiers, de gendarmes, qui décident de prendre la place des cartels, mais en faisant exactement la même chose que les cartels, c'est en rackettant les gens et en les terrorisant, a fait qu'une partie de la population brésilienne, et ce depuis 30 ans, vote pour qui le protège le plus, qui va lui donner un peu plus d'allocations, avec un détachement complet, d'avoir le sentiment qu'on est attaché à la lutte collective, les droits, la citoyenneté, etc. Je pense que ça, c'est assez profond, et la gauche s'en est pas assez préoccupée. Je pense qu'un des grands échecs du PT, c'est d'avoir pas affronté la question de la violence au sérieux. Et quand elle était affrontée, finalement, on l'a mise dans les mains de l'armée et on a dit débernez-vous, faites des opérations de pacification. Et en fait, ça n'a fait que repousser la violence ailleurs. L'autre problème de la violence urbaine, c'est comme je le dis, les milices. Et là, il y a une vraie question électorale. Les milices, c'est un État terroriste sur les quartiers populaires, et c'est des micro-États qui sont d'extrême droite, idéologiquement d'extrême droite, et actuellement toute une partie des banlieues des grandes métropoles vote à l'extrême droite, absolument pas par choix, mais parce que les milices disent, et ça à Rio c'est tout ça, une partie du Sud, une partie du Minas, la milice annonce à la population, à un quartier qui fait 110 000 habitants, une circonscription électorale, si on n'a pas 90% de vote pour tel candidat, à tous les échelons, chaque pourcent de moins, c'est 10 reais de plus pour le prix du gaz, puisqu'ils contrôlent tout ça. Voilà. Et donc, le vote était certes secret, mais si collectivement la population ne vote pas massivement pour tel candidat, ils sont rackettés en fait. Ils sont encore plus rackettés qu'ils ne le sont. Ce qui fait que quand on regarde les scores, il y a un quartier qui va voter à 40% pour Bolsonaro, et la circonscription d'à côté, elle vote à 85% pour Bolsonaro, en fait, parce que c'est pas la même milice. Donc il n'y a pas eu la même politique. Et ça correspond à des centaines de milliers de personnes, probablement des millions de personnes. Donc c'est pas exactement votre question, c'est pas sur les cartels, c'est sur la milice. Mais là, comme dynamique électorale, c'est hyper important. Et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi les banlieues de São Paulo votent Lula. Parce qu'il y a plus de cartels, il y a moins de milices. Et les banlieues de Rio votent Bolsonaro, parce que de toute façon, il y a une politique des milices dans les banlieues de Rio pour voter Bolsonaro. Donc j'ai répondu en partie à votre question, c'est une grande question. Autre question ? Oui, vous avez fait une description du fascisme, véritablement, avec les
les fondamentaux qu'on connaît de par l'histoire, à savoir un nationalisme complètement fermé, une élite militaire qui ne fait que prôner la violence, et la violence érigée comme espèce de solution pour faire émerger une espèce de race ou de choses comme ça. Donc c'est vraiment les fondamentaux du fascisme, avec tous les dangers. Vous avez parlé aussi de l'apologie d'une guerre civile, de darwinisme social à travers cette guerre civile, de l'armement comme instrument d'évolution, en quelque sorte, ou de progrès. Alors, moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il, dans le Brésil, mais on voit les mêmes choses en Europe, hein, pas à ce point-là d'ailleurs, mais comment se fait-il que le Brésil, qui est passé quand même par une dictature dure, terroriste, etc., abonde encore, si je puis dire abonde, enfin bref, à 44%, je crois que c'est ça le résultat, pour une idéologie fasciste. Alors la question qu'on pourrait peut-être éventuellement se passer, vous avez parlé de centre-gauche. Est-ce que par rapport au peuple, c'est-à-dire les gens les plus démunis, les gens qu'on va qualifier enfin, qu'on pourrait espérer de gauche, est-ce qu'il n'y a pas une politique véritablement d'une gauche radicale et non pas d'un centre-gauche qui pourrait les satisfaire en donnant des réformes qui pourraient améliorer leurs conditions? Vous avez parlé de crise économique, mais par exemple, si on augmente les salaires, on relance l'économie, et pour augmenter les salaires, il faut prendre l'argent à ceux qui l'ont. Hein. Donc il faut effectivement une politique radicale de gauche. Alors j'ai compris votre question. Vous avez deux questions à la même question. Alors la première question, c'est pourquoi quand on a eu un épisode de dictature, on revote pour quelqu'un qui en fait l'apologie. Alors il y a deux manières de répondre à cette question qui sont deux réponses complémentaires. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de pédagogie publique, il n'y a pas eu de discours officiel, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de... Et en fait, d'une part, la dictature militaire brésilienne n'a pas touché toutes les familles. Ça a été une dictature qui a beaucoup torturé, beaucoup emprisonné, mais des opposants dans un pays qui faisait 100 millions d'habitants à cette époque-là. Maintenant, il fait 200 millions. Mais pour plein de gens qui ne votaient pas avant, avant, c'était des gens pour qui ils ne votaient pas, puis après, c'était des militaires pour qui ils ne votaient pas non plus. Il y a eu un miracle économique. Ils n'avaient plus le droit de se syndiquer, mais ils ne se syndiquaient pas beaucoup avant. Donc, pour plein de gens, la dictature militaire, c'était une autre forme de société autoritaire et hiérarchique qui leur a pas changé grand-chose à leur vie. Et il n'y a pas eu ensuite un discours sur la différente nature de l'État. Donc, il n'y a pas eu le processus qui fait qu'une population prend conscience qu'elle choisit un régime plutôt qu'un autre. Deuxième élément, un peu plus profond, un peu plus philosophique, c'est que le discours sur le Nunca Mais, le jamais plus, parce qu'on dit bien à tout le monde que ça, c'est mal, et donc ça n'arrivera plus, qui est le socle de notre pensée du nazisme, de notre pensée des dictatures, voilà, le Nunca Mais, le jamais plus. On va tellement parler, ce qui n'a même pas été fait au Brésil, hein, mais ailleurs, on va tellement faire regarder, je sais pas, Shoah aux élèves de 4e qu'ils voteront jamais à l'extrême droite. De fait, ça marche pas. Hein. Donc, ça marche pas. Moi, je suis prof d'histoire, hein, donc je me dis qu'il faut que, bien sûr, ce sera encore pire si les nouvelles générations n'avaient même pas d'idée que ça va exister. En partie, ça marche, mais ça marche pas généralement. Donc, le fait de faire prendre conscience de ce qui s'est passé pour que ça ne se passe plus, de fait, en tant que tel, c'est un espèce de sésame qui ne marche pas. Alors, votre question sur les gens, c'est une question qui est aussi longue que l'histoire de l'émancipation collective. Hein. Est-ce que finalement les catégories populaires votent pas pour Bolsonaro, adhèrent pas à ça, faute d'un vrai projet qui les défende, hein. C'est un peu ça que vous dites. Alors d'une part, il faut avoir bien conscience qu'au Brésil, plus on est pauvre, moins on vote Bolsonaro, hein, et que heureusement, c'est horrible, hein, mais heureusement que les classes populaires, le nord-est des classes populaires, sont là pour tenir un peu le pays, hein, parce que ceux qui votent vraiment en masse Bolsonaro, c'est les riches. Hein. Donc il y a une espèce de conscience de désintérêt. Il y a plein de variations, mais globalement, le principal marqueur qui permet d'être prédictif du vote, c'est le salaire. Hein. Et les moins de 1 salaire minimum, donc vraiment les pauvres, qui sont 40% de la population, ils votent aux 3/4 pour Lula actuellement. Donc c'est eux qui, s'ils étaient les seuls citoyens, Lula serait largement élu au premier tour. Et par ailleurs, il faut avoir comme réalité que, bien sûr, il y a une crise économique depuis 2014. Bien sûr, elle n'a pas forcément été gérée avec des outils contracycliques, et elle a été probablement gérée par Dilma Rousseff, qui avait un congrès hyper de droite, qui pouvait, avec des mesures qui étaient des mesures pas de gauche, hein, qui étaient, voilà. Néanmoins, quand on regarde les 13 ans du PT, avant les 2 dernières années, c'est un
tel changement pour les catégories populaires. Lisez mon livre. Enfin, le livre, c'est pas mon livre, hein, mais le livre des lettres à Lula. La révolution. 35 millions de personnes qui sont sorties du seuil de pauvreté, la fin de la dénutrition, de la malnutrition, l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur pour des catégories, des millions de gens avec le système des quotas. Enfin, c'est pas la sortie du capitalisme, hein, et les riches se sont beaucoup enrichis et les banquiers ont bien vécu. C'est une réduction des inégalités dans une situation de haute croissance où l'essentiel des fruits de la croissance a été mis sur les 50% de la population qui étaient les plus pauvres. C'est ça qui s'est passé dans les années Lula. Ça a été une révolution. Moi, je suis arrivée au Brésil en 2000. J'ai vécu tout depuis 2000. C'était incroyable comment les gens non seulement changeaient, mangeaient, avaient plus peur pour leurs enfants, mais ouvraient leurs horizons, avaient la possibilité de voyager, d'avoir accès à la culture, d'avoir accès aux loisirs. C'est absolument incroyable. Et alors là, cette expérience-là, elle est racontée dans les lettres à Lula. Là, il y en a 47. Il y en a eu 25 000 qui ont été écrites à Lula. Et là, vous voyez ce que c'est qu'une population qui voit ce que c'est qu'un État-providence, voit ce que c'est que ça veut dire quand un État se préoccupe des intérêts des catégories populaires, etc. Donc, on ne peut pas... Là, au contraire, c'est un bon contre-exemple. Même quand un gouvernement de centre-gauche fait autant pour les catégories populaires, eh ben, après, il peut y avoir Bolsonaro. Et il suffit pour ça d'autres choses. Et c'est pas suffisant, en fait, d'avoir eu un gouvernement vraiment au service des catégories populaires. En durée et en masse de gens qui ont été bénéficiaires, c'est unique le Brésil dans les 50 dernières années, hein, de ce que vraiment ça a changé à la vie des gens et de combien de gens ont vu leurs conditions nettement s'améliorer. Hein. Donc, il y a d'autres explications que je vous ai racontées là, hein, la crise démocratique, une offensive de la nouvelle droite occidentale, une idéologie puissante et qui marche, un pays qui n'a jamais reconstruit une vraie démocratie avec une vraie transition démocratique. Il y a plein d'autres explications. Et à mon avis, l'explication, bien sûr, la crise économique, elle a marqué. Hein. Dilma Rousseff, ça marchait pas, ça marchait plus, ce qui était le capital du PT. Donc ça a eu une importance. Mais quand on regarde sur le temps long, c'est un peu désespérant. On peut avoir une politique vraiment au service des catégories populaires et ensuite avoir un pays qui se fascise. Bon. Moins les catégories populaires que les autres. Oui, je voudrais simplement remarquer que vous n'avez pas parlé longuement du moins, de l'influence des religions dans ce pays qui a différentes possibilités et comment agissent-ils, par exemple, à la prochaine élection présidentielle? Alors, si j'en ai un petit peu parlé, j'ai parlé des évangélistes et du fait que les évangélistes étaient une religion qui était, c'est une religion hein, qui est particulièrement favorable à Bolsonaro et que l'augmentation du poids des évangélistes va servir les secteurs très conservateurs. Et actuellement, un électorat qui vote massivement pour Bolsonaro, c'est l'électorat évangéliste.